François Sarrazin, qui est écologue, qui est professeur à Sorbonne Université, qui travaille au CESCO, Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, et qui va nous parler d'éthique et de trajectoire évolutive. Bonjour à tous. Donc, effectivement, comme l'a dit Nathalie Frascarias, je vais vous parler d'éthique et de trajectoire évolutive, vu du point de vue de l'écologie, puisque je n'ai pas la prétention d'aborder les choses sous l'angle strictement philosophique. Rémi Baud, tout à l'heure, aura l'occasion de le faire plus sérieusement que moi. Et donc effectivement, en tant qu'écologue, encore à l'UPMC pour un mois, puisqu'on va tous basculer sur Sorbonne Université, ce bel établissement va disparaître dans une transition évolutive majeure. On va effectivement réaborder pas mal de points qui ont été déjà très fortement discutés ce matin, mais peut-être plus du point de vue de la biodiversité, effectivement, puisqu'on va voir comment l'ingénierie écologique, les solutions fondées sur la nature, effectivement, se placent dans ce contexte actuel de crise de biodiversité, ou crise dont on parle beaucoup, notamment au travers de ce diagnostic sur ces discussions sur cet anthropocène dont on parle beaucoup, qui, faut-il le rappeler, n'est pas encore reconnu en tant que période géologique, les géologues eux-mêmes mettant plusieurs décennies avant de décider du diagnostic de cet anthropocène. Donc à l'heure actuelle, effectivement, ce qui est, comme vous le savez tous, particulièrement marquant, c'est effectivement l'accélération des processus d'extinction. Il faut juste que je trouve le pointeur, ça aidera. Non, bon, c'est pas grave, on va s'en passer. L'accélération des processus d'extinction qui, mécaniquement et en termes de processus, résulte de l'effondrement des abondances d'un grand nombre de populations animales, végétales qui nous entourent, avec toutes les conséquences en termes de fonctionnement des communautés et des écosystèmes. Et puis, cette caractérisation qui a déjà été abordée précédemment, sur aussi les pertes de fonctions ou de traits au sein de ces communautés et de ces écosystèmes via une homogénéisation biotique due au fait qu'un certain nombre d'espèces spécialistes, effectivement, sont perdues en priorité dans cette fonte de biodiversité. Et puis, ces transferts d'espèces, on reviendra sur la notion d'espèces exotiques envahissantes, participent quand même d'une certaine manière aussi à cette forme d'homogénéisation biotique. Peut-être pas à l'échelle locale, mais à l'échelle globale, assurément. Alors, les pressions qui génèrent ça, on les connaît, elles sont diagnostiquées. Jeanne Lecomte rappelait ce matin l'appel des 15 000, effectivement, qui portent sur ces diagnostics. Depuis maintenant pas mal de temps, on sait que l'impact humain sur l'environnement en général, sur son environnement, et je dirais sur les environnements des non-humains, parce que nous sommes l'élément d'environnement de ce qui nous entoure, repose sur à la fois nos dynamiques populationnelles, en termes donc strictement démographiques, mais aussi, et peut-être au moins autant, sur les modes de consommation de ressources que nous avons dans ces environnements et sur les technologies que nous employons pour consommer, modifier, utiliser ces ressources. Et les grands facteurs de perte de biodiversité, de fonte de cette biodiversité, sont, comme ça a été très bien rappelé précédemment, prioritairement la perte et la fragmentation des habitats, mais aussi pour un certain nombre d'organismes, notamment des organismes longévifs à cycle de vie long dont on ne parle pas toujours dans nos écosystèmes, des problèmes de surexploitation. Ces problèmes d'espèces exotiques envahissantes, effectivement, sont discutés à certaines échelles au moins locales, notamment insulaires, mais posent aussi des problèmes locaux à des échelles continentales. La question des pollutions qui réémerge très fortement dans nos environnements, bien qu'on en parle depuis plusieurs décennies, avec des formes bien sûr de pollution chimique, de pollution plastique avec les micro, les macro-débris, mais aussi maintenant, avec beaucoup de travaux qui les mettent en évidence de manière extrêmement forte, des pollutions lumineuses et des pollutions sonores également, qui posent des tas de problèmes à des organismes qui nous entourent, aussi bien animaux que végétaux. Et puis la question des changements climatiques, bien sûr, nul n'est besoin de le rappeler, a émergé dans tout ça. Mais faut-il le rappeler, elle n'est pas aujourd'hui la première cause de perte de biodiversité, mais elle fonctionne en synergie positive, parfois négative, mais souvent positive malheureusement, avec les autres forces. Et puis elle monte bien sûr en puissance et est susceptible d'impacter extrêmement fortement notre empreinte écologique sur le reste des environnements. Donc tous ces facteurs participent de cette empreinte écologique et d'une certaine manière
l'ingénierie écologique et, a fortiori, dans sa vision, je dirais, conciliée avec les enjeux de biodiversité dans les solutions fondées sur la nature, vise à réduire ou à impacter les modes de techniques qui sont utilisés. Ce qui a été évoqué en agroécologie relève pleinement de ces changements, parfois retour à, mais en tout cas modification des pratiques dominantes dans les agrosystèmes, et aussi sur les modes de consommation de ressources, peut-être dans un moindre niveau. Pour l'instant, je ne prétends pas qu'elle s'attaque aux problèmes démographiques, mais on verra tout à l'heure que toutes ces questions-là ne sont pas totalement déconnectées les unes des autres. L'idée étant bien sûr d'agir sur cette empreinte écologique à la baisse. Alors, au-delà de cette empreinte écologique, effectivement, Sébastien Barrault l'a commencé à l'aborder ce matin, on perçoit de plus en plus explicitement que nos impacts, au-delà de nos durées de vie, d'action économique, politique et de celle de ce qu'on perçoit au sein de nos sociétés, ont des impacts non seulement sur la présence, l'abondance et les fonctions et les interactions écologiques qui existent entre les organismes, mais aussi sur les traits des organismes qui nous entourent, et donc au-delà d'une empreinte strictement écologique, on peut commencer à déjà parler d'empreinte évolutive qui résulte d'un certain nombre d'interactions. Il y a une synthèse qui est sortie récemment dans Nature, Ecology and Evolution qui résume là, sous la forme de ces petits schémas les différents types de pressions qui, a priori, d'après ces auteurs, au moins sur les 50 000 dernières années, peuvent être documentés par un certain nombre de cas, un certain nombre d'exemples. Si j'avais le pointeur, ce serait quand même plus sympa, mais je ne l'ai toujours pas. Donc la première ligne ici concerne peut-être ce à quoi on pense le plus souvent, c'est-à-dire les pressions dues au prélèvement, dues à la collecte par la chasse, la pêche, etc. Donc des pressions directes sur les traits des organismes avec des traits d'intérêt, par exemple les trophées. Non, ça me rassure. Hein. Si. Ah, tu l'as. Voilà. C'est en plein milieu. Merci. Donc ces traits, effectivement, qui, sur les chasses aux trophées ou les pressions de pêche, sont susceptibles, et dans certains cas, il peut y avoir de la controverse quant à de la plasticité phénotypique versus de la sélection directionnelle sur ces traits, mais dans un certain nombre de situations documentées, on commence à avoir des éléments de preuve sur ces baisses d'un certain nombre de dimensions de ces traits d'intérêt. Les modifications d'habitat également qui vont via en interaction avec les prélèvements modifier la présence de certaines espèces. Donc à une échelle macro-évolutive, quand des espèces s'éteignent, là on est clair que ce sont des branches du buisson du vivant qui sont closes, mais aussi la perte de toutes les interactions et des coévolutions, des synergies, des symbioses, des compétitions, etc. qu'elles ont avec les autres organismes. La question des translocations à des fins, translocations passives, pardon, comme ça a été discuté sur les espèces exotiques envahissantes, mais aussi on pourrait se discuter des translocations qui maintenant sont abordées d'un point de vue de la conservation, à des fins de restauration, à des fins de déplacement, de colonisation, migration assistée en préalable à des enjeux de changements globaux et notamment de changements environnementaux. Bien évidemment, la domestication impacte les traits des organismes quelque part. C'est au cœur de ce principe de domestication, même si ça n'a pas été forcément pensé comme tel au départ. Les questions de syndrome de domestication sont très étudiées à l'échelle archéologique, historique. Et puis, bien sûr, le potentiel maintenant de pilotage à l'échelle moléculaire, génétique, qu'il soit extrêmement précis ou encore un peu fluctuant, fait partie bien sûr des éléments de pilotage potentiel, ou au moins de manière artefactuelle, d'un certain nombre de traits des organismes, avec les discussions qui agitent maintenant la sphère de la conservation sur ces processus qu'on appelle de déextinction, qui essaieraient de ressortir des éléments perdus de cette biodiversité, au moins à titre de liste d'espèces, ce qui pose bien sûr pas mal de problèmes en termes de perspectives écologiques. Alors, ceci est tout petit, vous ne voyez rien, mais c'est juste pour vous montrer la richesse des exemples qu'on peut trouver remontant à des périodes anciennes ici ou à des périodes beaucoup plus récentes et qui traduisent, excusez-moi, la diversité des situations dans lesquelles on trouve effectivement ces effets des prélèvements, ces effets des modifications d'habitat, ces effets des translocations sur les traits des espèces et sur leur évolution. Alors,
dans ce contexte, parler de conservation, parler de pilotage du vivant, des systèmes écologiques, sans parler d'évolution, pose de plus en plus de questions. Et cette question de la mise en place de ces approches évolutives dans ces contextes d'ingénierie écologique, elle a plusieurs vocations. À la fois, déjà, reconnecter les histoires évolutives des humains et non humains, parce que ces questions sur les pressions environnementales, écologiques, mais aussi les pressions évolutives que nous avons sur les non-humains sont en général abordées du point de vue des effets que nous avons sur ces organismes, mais en oubliant généralement que nous sommes aussi, pour l'instant, en l'état actuel des connaissances scientifiques, une des branches du vivant, et donc nous sommes aussi, d'une certaine manière, issus de cette biodiversité, nous faisons partie de cette biodiversité. Donc la question, c'est bien sûr d'essayer de comprendre les conséquences évolutives des impacts humains, mais aussi, du fait de cette reconnexion, de discuter peut-être d'éléments de réflexion sur les inerties qui font que, bien que étant conscients de ces choses-là, eh bien, nous restons relativement en retard par rapport à la maîtrise ou à la réflexion sur le pilotage de ces systèmes et sur la prise en compte de toutes ces dimensions. Et donc l'idée, c'est ici d'envisager quelques scénarios de transition possibles, sachant ou comprenant un petit peu ces dimensions évolutives du problème. Alors, il ne s'agit pas ici de faire un cours d'écologie évolutive, j'en serais d'ailleurs bien incapable, il y a plein de collègues bien plus compétents que moi ici pour parler d'évolution, mais pour rappeler peut-être ce dont on a besoin ici, c'est de rappeler que si nous partageons effectivement une partie de cette histoire évolutive avec les organismes non humains qui nous entourent, ça veut dire que nous avons longtemps eu, et probablement encore un peu maintenant, un fonctionnement basé ou dont le départ quant à l'évolution de ces traits repose sur cette notion de valeur adaptative, de fitness en anglais, ou valeur sélective, qui consiste d'une certaine manière à essayer, de manière plus ou moins formelle, de quantifier la façon dont des individus, des phénotypes, portent et diffusent des génotypes ou des diversités alléliques. Et ces processus de transmission de l'information génétique donc, sont aussi modifiés, on le sait de plus en plus, par des processus épigénétiques, donc en interaction avec leur environnement immédiat ou au cours de leur développement. Se pose la question de la plasticité phénotypique, la plasticité des organismes en tant que tels, sans forcément avoir un impact sur, bien sûr, leur transmission génotypique, des génotypes, même s'il peut y en avoir. Et tout ça est quand même quantifié assez directement ou lié assez directement à la façon dont les populations d'organismes qui portent ces génotypes se diffusent dans les environnements. Et donc le taux de croissance de ces populations, ou du moins le taux de croissance relatif entre organismes qui porteraient des caractères différents, est au cœur de cette notion de valeur adaptative. Alors tout ça, bien sûr, intègre et résulte des relations entre les organismes et leur environnement, donc des pressions biotiques et abiotiques. Et puis ça peut être source, comme ça a été évoqué tout à l'heure, bien sûr, ça peut être issu, excusez-moi, de processus de compétition, d'interactions négatives, mais ça peut être source aussi d'interactions positives, que ce soit des coopérations intraspécifiques ou interspécifiques, avec quand même, dans un monde darwinien, l'idée que ces coopérations ne sont jamais gratuites, c'est-à-dire que d'une certaine manière, les organismes qui les portent tirent un avantage en termes de valeur adaptative de ces coopérations. Alors, ces processus, à l'échelle micro-évolutive, donc nourrissent les trajectoires du vivant et on discute également, ou ont été discutés par le passé, de l'existence de grandes phases, ce qu'on appelle les transitions évolutives majeures, qui traduisent des grandes étapes un petit peu dans la façon dont cette biodiversité se structure, avec des idées d'assemblage en quelque sorte à des niveaux d'intégration parfois supérieurs par rapport à des étapes précédentes. Par exemple, du passage de l'unicellulaire au pluricellulaire, de la colonialité, etc. Et bien sûr, les transmissions culturelles font partie de ces enjeux ici de transition évolutive majeure. Alors, dans tout ça, on est censé parler d'humain et de non-humain. Je vous parle de choses qui peuvent sembler un peu casse-pieds en termes d'évolution. Effectivement, quand on discute de ça avec pas mal de monde, on dit oui, mais nous, humains, on est sortis de tout ça, on n'est plus dans un monde darwinien, etc. Et ce qui est avancé prioritairement, c'est qu'effectivement, nous avons des modes de fonctionnement au sein de nos sociétés qui semblent, du fait de l'évolution de nos capacités cognitives, de nos liens sociaux, de la façon dont on a impacté nos environnements par des processus qu'on retrouve chez d'autres organismes de construction de niches, c'est-à-dire qui consistent à maîtriser un certain nombre de dimensions d'environnement pour sécuriser un certain nombre d'accès aux ressources, éviter, tamponner des impacts environnementaux, que ce soit via des
des luttes contre des pathogènes, des compétiteurs, etc., eh bien cette construction de niche a probablement favorisé une forme de développement un petit peu au sein de nos sociétés qui, en rendant les individus plus résilients aux conditions environnementales, moins immédiatement soumis à pression de sélection en quelque sorte, leur ont permis d'attribuer une énergie croissante à des fonctions sensorielles qui certes étaient sélectionnées pour des questions de survie, de reproduction, donc de valeur adaptative, mais qui sont maintenant utilisées pour plein d'autres choses qui semblent aller un petit peu au-delà, voire souvent très au-delà de ces notions de valeur adaptative. Et cette prise en compte de cette recherche de bien-être, par de la conscience individuelle qui se développe, et cette recherche de bien-être nous amène à parler éventuellement, à proposer ce terme d'émancipation phénotypique qui reste tout à fait ancré dans cette vision adaptative, mais qui va au-delà au quotidien dans cette allocation de ressources, pour des tas de fonctions qui peuvent relever de la façon dont on se fait plaisir de tout un tas de façons différentes, pour le meilleur et éventuellement pour le moins meilleur, mais ça je vous laisse en juger puisque chacun peut avoir effectivement des motivations diverses dans la façon de se faire du bien dans nos environnements. Alors, la question de savoir comment est-ce qu'on définit ce qui nous fait du bien dans ces environnements, eh bien, elle relève de la question des valeurs, de la question de la façon dont on mobilise des arguments pour définir les finalités de nos actions. Et ceci relève de l'éthique. Alors, par rapport à André, je ne parlerai pas de morale, je parlerai d'éthique pour rester dans la construction de l'argumentaire sur les valeurs. Et je renverrai à ce que nous dira, je pense, Rémi Baud tout à l'heure. Puisque dans les champs de l'éthique, on définit effectivement, on identifie un champ de l'éthique environnementale qui est très développé, discuté, notamment dans la sphère anglo-saxonne, mais aussi maintenant en France par pas mal de collègues depuis plusieurs décennies. Et pour vraiment schématiser de manière extrêmement simpliste les choses, globalement, quand on discute d'éthique environnementale, on discute de deux grandes familles de valeurs. Des valeurs dites intrinsèques ou non instrumentales qui vont être attribuées à tout objet, processus, entité qui a ses propres finalités, auxquelles on considérerait qu'il a ses propres finalités, et des valeurs plus extrinsèques ou instrumentales qui vont être attribuées à ces entités en fonction du fait qu'elles constituent des moyens pour d'autres fins, ou pour des fins d'autres entités. Alors bien sûr, une même entité ou processus peut avoir à la fois des valeurs intrinsèques et des valeurs instrumentales. Mais ces débats sur les types de valeurs qu'on doit attribuer aux non-humains, notamment aux humains bien sûr, et aux non-humains, et à quel niveau des non-humains, est-ce qu'on l'attribue aux individus, aux populations, aux espèces, aux communautés, aux écosystèmes, aux processus évolutifs, etc., a structuré depuis pas mal de décennies le débat entre le biocentrisme, plutôt à l'échelle individu, etc., sur l'anthropocentrisme avec des valeurs individus centrées, ou à des formes de pragmatisme qui consistent à réconcilier tout le monde, avec des arguments très forts en écologie, de la conservation, entre une conservation vue comme un peu ancienne qui visait la protection des éléments de biodiversité pour leur finalité évolutive et avec de la valeur intrinsèque, et un retour plutôt récent à des approches extrêmement anthropocentrées consistant à dire sauvons les services écosystémiques et on aura bien un petit peu de biodiversité avec. Donc ce qu'on appelle maintenant la nouvelle conservation, en tout cas telle qu'elle a été portée par Peter Careva. Donc quel type de relation entre humains et non-humains on souhaite avoir ? Est-ce qu'on veut abandonner les enjeux de conservation ? Donc je pense que ce n'est pas trop ce qui est discuté aujourd'hui, bien sûr, mais enfin certains de nos concitoyens s'en accommoderaient pas mal, donc sans valeur intrinsèque, sans conservation, sans préoccupation pour une nature considérée comme sauvage, dans ce qu'on pourrait appeler une sorte d'anthropocène aveugle, c'est-à-dire on fonce dans le tas en quelque sorte, si vous me permettez l'expression. Ou bien est-ce qu'on conserve cette biodiversité pour maintenir la valeur adaptative humaine, c'est-à-dire pour maintenir un potentiel de génération future humaine à l'échelle de la planète ? Dans ce cas-là, ça veut dire qu'a priori, on ne se préoccupe pas de wilderness, de nature sauvage, en quelque sorte, mais on se préoccupe de préserver des services écosystémiques à long terme et des services de régulation. Ou bien, est-ce qu'on veut préserver cette biodiversité pour notre bien-être immédiat, ici et maintenant ? Dans ce cas-là, effectivement, on va peut-être avoir envie d'avoir une wilderness assez sympa pour aller faire des tours de VTT, ou bien on va essayer d'avoir des supports écosystémique pour avoir une alimentation riche et variée et se faire plaisir dans nos repas de famille. Dans ce cas-là, effectivement, on va avoir une vision sur les services écosystémiques plutôt à court terme, en tout cas immédiatement, et avec une dimension culturelle de ces services écosystémiques.
Ou bien est-ce qu'on veut, dans une approche probablement qu'on qualifierait de développement durable ou soutenable, avoir une maximisation du bien-être des générations futures, c'est-à-dire une double entrée, valeur adaptative humaine et bien-être, qui réconcilie ici la présence... Excusez-moi, vous voyez, les catastrophes sont toujours possibles. Qui réconcilie ici, décidément ce pointeur, cette wilderness spectaculaire et les services écosystémiques à long terme. Dans tous les cas, ces trois derniers scénarios concernent une vision très anthropocentrique du monde, puisque d'une certaine manière, on rentre ici dans un anthropocène délibéré, défini par nos propres motivations humaines, qu'elles soient évolutives ou en termes de bien-être. Donc, le dernier scénario, qui peut être éventuellement discuté au moins théoriquement, c'est est-ce qu'on est capable de penser à la fois notre bien-être humain et notre valeur adaptative humaine, mais aussi le bien-être des non-humains. Et le bien-être des non-humains, ça se résume globalement à leur valeur adaptative. On pense qu'ils ont globalement assez peu les moyens d'aller bien au-delà de cette valeur adaptative en termes de bien-être, de réalisation de bien-être. Et donc, dans ce cas-là, ça veut dire accepter non seulement de la nature sauvage, mais aussi de la naturalité en termes de trajectoire évolutive spontanée. Et ça veut dire de prendre en compte les conséquences évolutives des trajectoires des services écosystémiques. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'on va vers un dépassement de cet anthropocène dans la mesure où on essaye d'aller au-delà de nos intérêts immédiats sur cette biodiversité. Alors, en termes d'impact, ici, on est sur des impacts majeurs en termes évolutifs et des impacts mineurs. Mais en termes de transition, on est probablement ici dans une absence de transition ou une transition mineure quand il s'agit de conserver cette biodiversité pour nos propres intérêts, alors qu'on est ici, en bas, dans une transition majeure qui consisterait à aller dans des niveaux de coopération, en quelque sorte, ou d'acceptation des éléments de biodiversité au-delà de ce qui nous concerne. Alors ça pose des tas de questions en termes de macroévolution et de microévolution. Ça veut dire qu'en termes opérationnels, pour l'ingénierie écologique, et les solutions fondées sur la nature, ça veut dire bien sûr éviter les extinctions ciblées sur les espèces ou les communautés, mais ça veut dire aussi éviter les pressions de sélection directionnelles depuis des échelles locales ou globales. C'est surtout ça, cet enjeu qui est probablement important. Et ça veut dire redonner des degrés de liberté évolutive au système écologique, quel que soit l'intérêt qu'on puisse porter à tel ou tel espace ou tel organisme. Il ne s'agit pas de se poser ici la question du choix par rapport à nos sensibilités. Donc ça veut dire placer cette perspective évolutive à tous les échelons des débats classiques en ingénierie écologique sur les socio-écosystèmes, les espaces protégés, les services écosystémiques, on en a parlé, les agroécosystèmes. La question de l'adaptation au changement climatique, qui est très largement discutée en ingénierie écologique, doit reprendre son sens darwinien. Quand on dit adaptation, on parle de quoi? Est-ce qu'on parle de tordre le système pour lui faire répondre à des solutions, à des problèmes qu'on a nous-mêmes posés? Ou est-ce que c'est accepter que ces systèmes puissent aussi continuer d'avoir une vie au-delà de ce que nous avons suscité dans ces dynamiques? La question des restaurations, des translocations de conservation a été abordée, des nouveaux écosystèmes, et puis bien sûr des biotechnologies in situ ou ex situ. Le gros changement, la grosse difficulté, et probablement la raison pour laquelle c'est si difficile d'en parler et de le faire brièvement, c'est que ça veut dire de renverser effectivement encore une fois le paradigme et surtout de passer d'un système où par défaut on laisse faire et éventuellement on se pose la question de la destruction ou de la gestion et pas du défaut par lequel on détruit ou on gère et où parfois de temps en temps on se demande pourquoi est-ce qu'il faudrait conserver tel ou tel organisme ou tel processus. Donc ce n'est pas un retour en arrière, là pour répondre peut-être à des discussions qu'il y a eu tout à l'heure, a priori cette conscientisation du respect des non-humains au-delà de nos intérêts constituerait à l'échelle du vivant une nouveauté. Alors c'est débattu depuis plusieurs décennies dans le champ de l'éthique environnementale, ce n'est pas une nouveauté en 2017 dans nos sociétés, mais à l'échelle de l'histoire du vivant, c'est probablement quelque chose d'assez nouveau. Les cyanobactéries ont pollué la planète il y a pas mal de milliards d'années, maintenant on peut dire. A priori, on leur en est redevable puisqu'elles ont fourni de l'oxygène à tout le monde, mais elles ne l'ont pas fait pour nous, elles l'ont fait pour elles, et elles ne se sont probablement pas posé la question des conséquences de tout ça. Donc ça nécessite des approches, encore une fois, interdisciplinaires, je pense que tout le monde va le dire aujourd'hui, mais c'est vrai, notamment intradisciplinaires entre écologie fonctionnelle et écologie évolutive, aussi une question sur les échelles de temps,
mais aussi, bien sûr, une interdisciplinarité radicale. Si Anne-Caroline est arrivée, on parle bien d'interdisciplinarité radicale, entre sciences de l'homme et société et sciences de la nature, avec notamment cette question des leviers de changement. Il y a un papier en cours là, qui est sorti sur ces changements psychoculturels assez radicaux qui seraient attendus pour pouvoir atteindre ce type de transition. Je vais laisser ma collègue Anne-Caroline Prévost poursuivre sur cette dimension-là, mais effectivement, replacer dans ce contexte évolutif ces questions qui sont souvent abordées du point de vue des sciences humaines à l'échelle de nos sociétés, de nos systèmes politiques, économiques, etc., peuvent prendre un sens aussi à une échelle beaucoup plus large sur la dynamique du vivant. Voilà, j'ai été très long, mais je vous remercie.